tout cas, bravo pour pour ce que vous faites. C'est génial, hein. Merci Valentine. En ce moment, on a tellement le sentiment que les choses sont très compliquées et puis finalement, on voit que vous êtes là tous. C'est extra. Valentine Gay, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation dans Variant les éditions en live. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être déjà par décrire votre parcours et comment vous en êtes arrivée à être directrice de la Maison Globe? Écoutez, ce sont des parcours. Comment vous résumer ça? Je crois qu'il y a beaucoup quand même un petit peu de hasard et puis une volonté de toute façon de travailler dans les livres depuis toujours. Moi, j'étais journaliste d'abord. Et puis bon an, mal an, j'ai eu l'opportunité de pouvoir proposer des livres à droite, à gauche. Et puis un jour, il s'est trouvé que donc à l'époque, c'était l'École des loisirs qui fait de l'édition pour enfants. Enfin, c'est un gros éditeur de livres pour enfants, un bon éditeur, un très bon éditeur. Et moi, je leur ai proposé le projet, en fait, de publier ce que je fais actuellement. Et en fait, ils ont été très, très partants. Donc, c'est eux qui soutiennent Globe. Ce sont les actionnaires de la maison d'édition. Voilà. Donc, c'est un petit peu un hasard. Mais bon, moi, ça fait maintenant longtemps que je travaille dans les livres. J'ai été d'abord agent littéraire, j'ai été journaliste. Et puis, j'ai toujours, depuis assez longtemps, placé des livres à droite, à gauche chez des éditeurs. Et puis, un jour, on se lance et on lance sa maison, voilà, avec les difficultés que ça comporte, puisque ça reste quand même un petit éditeur, même si, heureusement, j'ai quand même la chance d'être soutenue par un éditeur qui ne fait pas du tout de littérature, qui fait des livres pour enfants. Donc, voilà. Et il me semble d'ailleurs qu'ils font aussi que Rue de Sèvres fait partie de l'École des loisirs également. Oui, c'est vrai, absolument. C'est Ils se ça. font diversifier un petit peu. Donc, à la base, c'était un éditeur de livres pour enfants, vraiment des albums que je pense que tout le monde connaît. Et puis, se sont un petit peu diversifiés. Donc, la bande dessinée d'un côté. Et puis, il s'est trouvé que, un peu par hasard, le projet Globe est né aussi à peu près à la même époque. Et Valentine, avec qui travaillez-vous? Est-ce que vous êtes seule? Est-ce que vous avez des aides? Je ne t'entends pas. Vous m'entendez, c'est bon? Alors, Vous m'entendez? oui, oui, là, ça y Ah est. oui. Au début, j'étais toute seule. Oui, oui, je vous entends. Au début, j'étais toute seule. Et puis, depuis… alors, quand on dit tout seul, c'est-à-dire que dans l'édition, je ne sais pas si j'imagine que vous savez grosso modo comment ça fonctionne, mais on a différents corps de métier. Donc, il y a des correcteurs dont on ne parle pas assez souvent, qui sont des gens extraordinaires, qui sont vraiment là pour accompagner pour que les textes soient les mieux édités possibles. Donc, j'ai une équipe de correcteurs que j'ai mis du temps à former, qui sont des gens extraordinaires. Donc, j'ai cette équipe de correcteurs, j'ai une équipe d'attachés de presse. Et puis, donc, ces gens-là travaillent évidemment avec moi depuis le début, mais ils ne sont pas dans la maison, ils sont en extérieur. C'est souvent comme ça. Par exemple, les correcteurs travaillent toujours pour plusieurs maisons en général. Et puis, depuis un an, depuis un tout petit peu plus d'un an, j'ai une collaboratrice qui travaille avec moi. Donc, et nous sommes donc deux. Et elle s'occupe donc de tout le suivi éditorial et des relations avec les libraires. Donc, on reste vraiment une toute petite équipe chez Globe. Ce qui paraît très surprenant. Ce qui paraît très surprenant vu la qualité des titres et le nombre de titres que vous arrivez à publier. Flatté. Non, non, mais c'est sincère. Quand j'ai découvert que vous étiez si peu nombreux dans la maison, je n'y ai pas cru, tout simplement. Parce que j'imagine que vous devez recevoir quelques manuscrits, mais
peut-être pas autant parce que vous avez beaucoup d'auteurs étrangers. Donc, comment vous arrivez à choisir déjà ces manuscrits? Est-ce que c'est plutôt aux foires de livres? Est-ce que ce sont plutôt par le biais d'agents ou de traducteurs? Alors, que ce soit des Français ou des étrangers, on reçoit énormément de manuscrits, ça c'est certain. Après, Globe, c'est quand même un éditeur qui a un angle assez précis, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée c'est l'exploration de thématiques politiques, sociales, avec quand même un souci de la langue, c'est évident. Donc ça, on le fait en non-fiction ou en fiction. Même quand c'est de la non-fiction, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se lise vraiment comme un bon roman, c'est-à-dire que c'est de la littérature. Même si c'est de la non-fiction, pour nous, on considère que c'est de la littérature. Donc déjà, à partir de là, on ne publie pas tout. On a quand même un angle assez restreint et on veut que Globe, voilà, qu'on conserve cette patte. Ensuite, comment on fait? Déjà, on ne publie pas énormément quand même. Là, on est à 10 titres. On va passer à 15, mais ce ne sera pas plus. Ce sera notre vitesse de croisière pour justement essayer de continuer d'être très, très sélectif. On passe beaucoup de temps, voilà, je passe beaucoup de temps à lire. Et puis, une fois qu'on a fait nos choix, on a voilà, Marie qui travaille maintenant, Marie Labonne qui travaille avec nous est extrêmement compétente. Et puis, on a tout comme je vous le disais, une équipe extraordinaire de traducteurs, des gens vraiment… On ne parle pas assez des traducteurs et des correcteurs qui sont vraiment des gens un peu de l'ombre et qui sont des extraordinaires professionnels. Voilà, donc on ne fera pas plus de 15 titres, ça c'est certain, sinon on n'y arrivera pas. Ce qui est déjà beaucoup pour une personne à la base et deux maintenant. J'imagine que c'est un peu plus facile, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Merci. Est-ce qu'on peut parler peut-être d'un auteur qui est assez charismatique, j'imagine, de la maison, c'est Liao Yiwu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa situation, son parcours et comment avez-vous réussi à le publier? Parce que j'imagine que les difficultés ont dû être assez immenses. Alors, Liao Yiwu, pardonnez-moi, déjà vit maintenant en Allemagne, à Berlin, depuis… je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais ça fait vraiment longtemps, hein, ça fait bien 15 ans qu'il vit à Berlin. Je dis ça avec des pincettes parce que j'ai pas je ne me souviens plus exactement, mais voilà. Et donc c'est pas très compliqué. En fait, on peut tout à fait publier Liao Yiwu. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas espérer obtenir un visa pour la Chine dans les mois qui suivent parce que lui est vraiment persona non grata en Chine. Sa traductrice aussi, d'ailleurs. Donc voilà, c'est certain que quand on publie 3 titres de Liao Yiwu, on n'est pas forcément très très bien vu dans ce pays. Mais c'est pas très compliqué, tout le monde peut publier Liao Yiwu en vérité. Hein. C'est quelqu'un, enfin je veux dire, il a… On ne se fait pas arrêter si on publie Liao Yiwu. Au contraire, je pense qu'en France, on a envie de lire des choses… des textes comme ça qui vous montrent d'autres aspects du rêve économique, qu'il soit chinois ou d'ailleurs, puisqu'on essaye quand même souvent de montrer un peu la face B des rêves, que ce soit le rêve américain. Je pense à une chose, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre qui s'appelle Nomadland, qui était sorti chez Globe donc, il y a 2 ans et c'est un… Bravo. On a notre téléchopeuse. Alors, on a notre Pierre Bellemare officielle, elle est là, elle présente les livres. Et moi, c'est un livre, je fais un peu je parle de ça parce ça n'a rien à voir avec les Hollywood, mais c'est vrai que Nomadland raconte l'envers du décor du rêve américain. Et là, ce que raconte Jessica Broder est absolument effrayant puisque elle raconte l'histoire de retraités qui, après la crise des subprimes en 2008, ont tout perdu.
donc leurs petites économies, ce qui allait peut-être leur permettre de, 70, 80 ans, on peut peut-être un peu imaginer qu'on va se reposer. Et en fait, ils n'ont plus rien. Donc, ils sont obligés de faire une croix sur le poste de dépense le plus important, qui est la maison et toutes les factures qui vont avec. Et ils vivent dans des vannes. Et en fait, ils sont obligés de migrer au fil des offres d'emploi qui sont généralement offertes par Amazon dans des sortes de gigantesques hangars. Et le livre est extraordinaire, formidable. Et surtout, il nous dit, voilà, en fait, il faut faire attention à ce que ce qui se passe là n'arrive pas un jour ici, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livre, aujourd'hui, a été adapté au cinéma. Et il a eu, ce week-end, le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Donc, je suis très contente pour Jessica Broder qui a participé vraiment au film, qui est une journaliste, écrivain extrêmement courageuse, voilà, c'était son deuxième livre. C'est une jeune femme qui a passé 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, avec ces migrants qui ont 70, 80, 85 ans et qui vivent dans leur voiture. C'est des choses qui sont absolument affolantes et en même temps, c'est beau de les raconter. C'est comme, on pense un petit peu au raisin de la colère en fait en lisant ce livre, sauf que ça se passe aujourd'hui. Donc voilà, que ça soit Liao Yiwu ou Jessica Broder ou d'autres encore, on essaye de raconter un peu le dessous des cartes ou de décrypter un petit peu notre monde par la littérature. Voilà. Amandine? Bonsoir, merci pour votre présence. Alors moi, je n'ai encore jamais lu de livre des éditions Globe, mais du coup, ma question, ce serait, est-ce que vous avez un livre favori ou un livre par lequel vous conseillerez de commencer à découvrir? Alors écoutez, disons que franchement, moi je les aime tous quand même. Après, bon, c'est sûr que oui, on peut avoir des immenses coups de cœur. Alors, oh là là, c'est difficile. Je pense que pour... Disons que pendant toute la rencontre, en fiction vous allez ou pouvoir en roman ou un peu en histoire vraie Bon, écoutez, je pense qu'il y a un livre qui est quand même extraordinaire, c'est Les Frères Lehmann, qui est assez ambitieux parce qu'il fait 800 pages et il raconte toute l'histoire des Lehman Brothers en vers. Alors, quand je dis ça, ça fait très, très peur. On se dit, oh là là, mon Dieu, ça va être épouvantable. C'est très gros. Est-ce qu'on a envie de lire des choses en vers? Et en fait, c'est incroyable parce qu'on est pris par l'histoire et on a tellement le sentiment de voir la vie en train de se faire, que le monde en train de se faire. Voilà, moi, je trouve que c'est un très, très bon livre. Je pense que Nomadland est un très bon livre. La note américaine, peut-être, de David Grann, qui me semble être vraiment un des livres aussi emblématiques des éditions Globe, qui raconte donc l'histoire En fait, les Osages, qui sont des Amérindiens, se sont retrouvés parqués juste après les guerres amérindiennes sur un tout petit bout de l'Oklahoma. Et ils végétaient pauvrissimes. Et en fait, du jour au lendemain, ce petit caillou s'est trouvé être la plus grande réserve de pétrole du monde à l'époque. Et donc, du jour au lendemain, ces gens sont devenus richissimes, mais richissimes. Ils envoyaient leurs enfants étudier en Europe, ils avaient des voitures, des domestiques, etc. Donc, ça a rendu les Blancs très, très jaloux et ils se sont retrouvés, ils ont été assassinés les uns après les autres. Et ça a pris une telle dimension que Edgar Hoover, qui était à l'époque, venait de prendre la tête du FBI, s'est dit, bon, je vais utiliser cette histoire pour asseoir mon pouvoir. Donc, ce n'était pas forcément parce qu'il aimait les Amérindiens, c'est parce que c'était une histoire dont on commençait à parler beaucoup aux États-Unis. Il s'est dit, bon, c'est médiatique, même si à l'époque, les médias, c'était encore autre chose, mais je vais en profiter. Et donc, David Grann raconte toute cette histoire qui est à la fois ce drame épouvantable, qui raconte la violence américaine aussi, parce que c'est vraiment un pays qui s'est fait
en détruisant d'autres pays, enfin d'autres peuples, et puis sur les débuts du FBI. Et c'est un livre extraordinaire que nous, enfin moi que j'aime beaucoup. Et voilà. Sinon, le premier livre qui a permis à Globe d'exister, parce qu'en fait, une maison d'édition, il faut quand même avoir quelques livres qui rencontrent leurs lecteurs, sinon on disparaît, c'est évident. C'est un livre maintenant assez ancien qui s'appelle Fairyland et qui est bravo, bravo Madame Tapioca, et voilà, qui est un livre absolument charmant, qui raconte une histoire d'amour très simple, qui est que, je vous la résume, mais le message, c'est qu'en fait, même quand on a eu des enfances très dysfonctionnelles, compliquées, avec des parents qui ne correspondent pas exactement à l'idée des parents parfaits qu'on se fait, si on a eu de l'amour, et ben en fait, si on a eu des adultes pour vous aimer, ben on s'en sort. Donc c'est un beau message, et c'est une très jolie histoire, très, très, très... N'est-ce pas, Madame Tapioca? Et puis sinon, moi, dans la rentrée littéraire, je pense qu'on a des livres que Ah, et l'écart, oui, bien sûr, l'écart. Merci. L'écart, j'aime beaucoup, moi, les histoires, ce qu'on appelle les mémoires, en fait, qui sont des histoires personnelles, mais qui rencontrent un petit peu la grande histoire. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, qui existe depuis très longtemps, hein. George Sand faisait ça. C'est une tradition en plus française qui existe depuis toujours. Même Montaigne faisait ça d'une certaine manière. Et nous, on a quand même de grands auteurs, même Annie Ernaux fait ça. Voilà, c'est ce côté un peu, c'est pas égocentrique, mais notre histoire va vous aider à comprendre des difficultés, comment dire, des passages comme ça compliqués dans une vie, et par l'expérience de ces auteurs, on peut apprendre. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Et l'écart, c'est vrai, de Amélie Trott, c'est exactement ça. C'est une jeune femme qui se retrouve à Londres. Et à Londres, comme dans beaucoup de grandes villes maintenant occidentales, les loyers sont épouvantablement chers. La vie est trop difficile, et elle se retrouve dans un monde, le monde de l'entreprise, qui est extrêmement dur, et donc on lui demande beaucoup, et en fait il y a un alcoolisme féminin qui est très fort, dont on ne parle absolument pas, mais qui est une réalité. Et elle raconte ça, Amélie Trott. Et en fait, elle s'en est sortie en quittant la ville, en quittant tout, et elle s'est retournée s'installer dans son île natale, les Orcades. Ce sont des merveilleuses îles tout au nord de l'Écosse, et elle s'est reconstruite en observant la nature, en vivant très chichement, évidemment. Et c'est un très beau livre. C'est un livre qui donne des pistes, en fait, pour mener nos vies, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien cet aspect-là. Je trouve qu'un livre, ça doit vous divertir, mais au fond, ça doit nous apporter quelque chose. On doit apprendre quelque chose sur le monde ou sur soi-même. Voilà. Et c'est la définition parfaite des éditions Globe. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive à voyager en se cultivant, et surtout en découvrant des choses totalement inédites. Vous avez le don de trouver des angles d'attaque dans vos romans qui sont totalement improbables, voire inédits sur toute la gamme éditoriale. Donc, c'est là où vous êtes assez incroyable. Dans le choix des manuscrits, c'est assez fort. Écoutez, ça fait très plaisir que vous soyez tous là et d'entendre ça, parce que c'est vrai que ça reste quand même, vous voyez, ça reste une petite maison d'édition qui n'est pas totalement indépendante, mais c'est quand même une petite maison. Il faut défendre ses livres au milieu de... Il y a beaucoup de livres, on le sait bien, c'est incroyable chaque rentrée littéraire. Voilà, donc il faut croire en son projet, continuer à être sélectif, et ne pas non plus... faut rester raisonnable, quoi. Il ne faut pas se dire, bon, voilà, il va falloir que j'essaye d'être... comment dire, de jouer dans une cour de récréation face à des très gros éditeurs qui ont
ont des énormes auteurs, parfois très, très commerciaux. Et nous voilà, on veut pas rentrer là-dedans, on veut continuer à garder notre ligne tout en étant généreux, c'est-à-dire en ayant des livres qui soient agréables à lire. C'est très important, je trouve, d'aller vers ces lecteurs. Donc, voilà, il faut garder cette ligne et vraiment, merci beaucoup parce que ça me fait plaisir de l'entendre, voilà, tout simplement. Sandra? Et sinon, moi, je suis très… je vois les livres que vous avez derrière, qui sont les livres de la rentrée, et je trouve qu'on a une rentrée qui est très cohérente et qui en même temps explore de manière à chaque fois très, très différente des drames, des drames absolus. Delicious Food, c'est un roman d'un excellent auteur américain qui raconte une histoire, mais qui est inspirée d'un fait divers. En fait, aux États-Unis, il y a quelque temps, une entreprise… Alors, aux États-Unis, ce qu'on appelle des fermes, ce ne sont pas nos petites fermes comme nous avons, ce sont des immenses exploitations agroalimentaires qui ressemblent plutôt à des usines. Et ces exploitations embauchent beaucoup de travailleurs qui sont souvent des migrants, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et à une époque, il y a une ferme qui a trouvé un système très… Vraiment, c'était parfait. La rentabilité était parfaite pour eux puisqu'ils sont allés chercher des toxicomanes dans la rue. Et ils leur ont dit, venez travailler pour nous, on vous paiera en vous donnant votre dose de crack. Voilà. Donc, ils avaient employé tout simplement des esclaves qui étaient tout à fait liés à leur entreprise par leur dépendance à la drogue. Voilà. Et donc, James Hannaham s'est servi de ce fait divers pour raconter une histoire absolument merveilleuse d'une mère qui a un enfant, évidemment. Donc, elle est mère d'un enfant, pardon, et après un drame familial, elle se retrouve dans une grande solitude et malheureusement, elle devient toxicomane. Et un peu comme dans le fait divers, pour pouvoir payer sa dose, elle va travailler dans cette ferme qui s'appelle Delicious Foods. Et son fils va tout faire pour sortir de sa mère de cette entreprise épouvantable. Donc, c'est un livre qui parle indirectement de l'esclavage, c'est ça qui est beau, qui parle aussi de l'esclavage moderne, parce qu'on oublie de dire une chose. On parle aujourd'hui beaucoup de l'esclavage et c'est très très bien, mais l'esclavage moderne existe toujours et les chiffres sont absolument affolants dans le monde entier. On parle de 50 millions, mais moi je pense que c'est beaucoup plus. Et ce livre-là pointe le problème de l'esclavage moderne, enfin ce roman. Voilà. Donc c'est un livre que je trouve très, très important. Et puis, l'autre, c'est Filles, femmes, hôtes, qui est un livre extraordinaire. Pour moi, c'est un peu comme les frères Lehmann, c'est-à-dire qu'il y a une langue qui est quand même très particulière, puisque ce sont des femmes qui parlent. Donc, c'est vraiment un groupe de copines qui parlent. Donc, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation. Donc, au départ, on est un peu surpris, mais en fait, c'est comme si on passait une soirée avec des copines. Je suis désolée, mais ça part un peu dans tous les sens parfois. Sauf que naturellement, Bernardine Evaristo est une grande auteure et donc elle arrive à nous faire entrer dans les pensées de ces femmes qui parviennent très bizarrement, avec leur conversation, à nous raconter 200 ans d'histoire, 200 ans d'émancipation, 200 ans de courage. Et c'est un livre absolument extraordinaire. Alors, quand je l'ai acheté, j'ai acheté ce livre à l'époque à un agent et quelques semaines plus tard, elle a eu le Booker Prize avec Margaret Atwood. Donc, c'était une bonne surprise et j'étais ravie pour Bernardine, qui est une femme en plus qui a de la bouteille. Elle a 60 ans et qu'elle a déjà écrit plein de romans et c'est une grande reconnaissance. Et comme Margaret Atwood, c'est une femme qui explore un peu le destin et l'avenir des femmes, qui est parfois malheureux, parfois heureux. Elles sont vraiment dans cette réflexion.
Voilà. Et l'autre, Coupable, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'aime bien explorer vraiment des problématiques sociales, mais le souci de la langue. Et là, c'est un recueil de poèmes qui a été écrit par Reginald Dwayne Bates, qui, alors bon, c'est vrai que ça résonne terriblement avec notre triste actualité, mais lui s'est fait arrêter par, donc c'est un noir américain, et il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il était en train de faire une bêtise, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il était en train de voler une voiture et il était armé. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est terrible parce que les armes sont partout. Et il a été donc arrêté à 16 ans. Et à 16 ans, il n'a pas été jugé par un tribunal pour enfants, mais par un tribunal pour adultes. Et il a été condamné à 8 ans de prison qu'il a passé dans le pire centre pénitentiaire qu'il soit aux États-Unis, pas du tout chez les mineurs, donc vraiment chez les adultes. Donc, il faut quand même imaginer la violence. Et puis, il est passé 14 mois à l'isolement. Et en fait, ce garçon, qui était très bon élève à l'école, en fait, a passé des diplômes. Il est vraiment dans le repentir de ce qui s'est passé. Et il a écrit un recueil de poèmes absolument admirable, donc qui s'appelle Coupable, et qui raconte la violence du système carcéral, l'injustice aussi, puisque c'est vraiment le traitement qui est fait. Les chiffres sont terribles. Hein. Il faudrait, je ne les ai pas préparés, là, je ne les ai pas en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je pourrais vous les envoyer parce qu'on les a. Mais le nombre d'enfants qui sont derrière les barreaux aux États-Unis, c'est épouvantable, épouvantable. Donc Reginald Dwayne Bates a écrit ce merveilleux recueil. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, Reginald Dwayne Bates et James Adams seront au Festival America l'année prochaine. Donc, ils devaient venir cette année, ça a été annulé à cause du Covid. Donc, ils seront là en septembre 2021. Et aujourd'hui, Reginald Dwayne Bates a été embauché par… donc, il est avocat, il travaille pour les adolescents, évidemment, et il a été embauché par Barack Obama pour travailler justement dans une commission pour essayer d'améliorer le sort des adolescents et face à la justice. Voilà. Encore une belle rentrée littéraire, et variée surtout, variée, avec même des poèmes, alors là, magnifique. Nicole ? Oui, bonsoir. Moi, je voulais parler un petit peu de graphisme. Je voulais savoir comment s'était passé votre travail autour du graphisme de la collection. Je voulais savoir si quand on est effectivement une maison d'édition qui publie assez peu de titres, quel genre de réflexion on a quand on travaille justement sur le graphisme pour essayer aussi d'émerger, parce qu'on sait que le visuel tient de plus en plus de place ces derniers temps. Et dernière question, toujours sur le même sujet, est-ce que vous bénéficiez des compétences du groupe L'École des loisirs enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises, des compétences en commun à ce niveau-là? Au niveau du graphisme? Oui. Non. Alors, je vais vous dire, je vais répondre dans l'ordre. Déjà, au départ, les couvertures ont évolué, c'est normal, oui, comme chaque maison. Donc, on a essayé, maintenant, j'essaye vraiment d'avoir au moins ce cartouche qui est un peu toujours au même endroit, et puis ensuite, on a un dessin. Comme on s'intéresse quand même à la réalité, je m'étais dit à l'époque, si on met des photos, on est trop dans la réalité. Donc, j'aimais bien, comme le fait le New Yorker, qui est un journal américain, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui existe depuis très longtemps, qui est un très, très bon magazine américain. Et en fait, il parle de littérature, il y a des grands reportages, vraiment des reportages au long cours, mais ils sont tous illustrés, en fait. Il n'y a pas de photos. Ce sont de merveilleux illustrateurs qui, à chaque fois, traitent les sujets, même des reportages dans des endroits perdus du monde ou dans des reportages de société. C'est toujours traité par des… Voilà. Donc, moi, j'aime bien, d'une manière générale, je trouve que l'illustration, c'est génial, quoi. On peut raconter tellement de choses avec un dessin. Voilà, je trouve ça merveilleux. Donc, voilà, je me suis dit, ce serait bien de faire des dessins. Et puis, alors, le problème des dessins,
c'est que, vous savez bien, hein, l'économie du livre, c'est une petite économie, donc on ne peut pas faire des milliards d'essais à un illustrateur sans le payer. Donc, il faut quand même déjà un peu avoir une idée de ce qu'on veut et puis bien s'entendre avec quelqu'un. Voilà, qu'on ait une bonne… bon. Et alors, je vais vous dire la stricte vérité. Il se trouve que mon petit frère, est illustrateur, dessinateur. Et donc, au tout début, je me suis dit, bon, je vais discuter avec mon frère parce qu'on peut un peu s'entraider quand même en famille. Donc, il a commencé à faire les dessins. Et puis, en fait, les libraires les ont bien aimés. Et du coup, aujourd'hui, c'est mon frère qui fait les dessins. Voilà. Donc, ça évoluera peut-être. Hein. Pour le moment, voilà, on trouve… Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'elles sont pas mal. J'ai plutôt de bons retours sur les couvertures. Et donc, il a réussi à développer, on a réussi à développer avec lui quand même une charte graphique, quoi. Voilà. Donc, je travaille avec mon frère et non. Et du coup, l'école des loisirs, non, parce qu'ils sont vraiment… En fait, on n'a même pas les mêmes équipes de vente avec l'école des loisirs. On est distribué par… Enfin, Globe est distribué par Flammarion. Gallimard, l'école des loisirs a sa propre équipe de diffusion. Le commercial n'est pas du tout… On a très peu… On a la fabrication qui est… Je partage la fabrication avec l'école des loisirs. Et puis la comptabilité, etc. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra… Oui, très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra jamais changer de frère parce que les couvertures, depuis qu'il les fait, sont merveilleuses. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Il y a une nouvelle incarnation, je trouve, de Globe avec ce graphisme, hein, clairement. Écoutez, pour le moment, voilà. Après, si on fait, je ne sais pas, si pour une raison ou une autre, Globe se développe, on verra bien. On va publier à partir du mois de septembre de la littérature française. Il est possible que là, on change un petit peu, qu'on soit sur des codes un peu différents. Voilà. Donc, bon, on en reparlera d'ici là. Mais voilà, pour le moment, ça se passe bien. Et puis, surtout, il faut savoir une chose, c'est qu'on travaille beaucoup avec les auteurs. Donc, moi, je mets mon frère aussi en relation avec les auteurs et ça se passe très bien. Le contact avec les auteurs, par exemple, pour James Hanahan, Delicious Foods, il se trouve que l'auteur est artiste aussi. Donc, il a vraiment plein d'idées et ils ont échangé, mais pendant, je ne sais pas, une dizaine d'emails quand même, avec plein de couvertures. James Hanahan disait, mais écoutez, les pastèques, c'est très important dans la culture afro-américaine parce que c'est vraiment lié à l'esclavage. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait des pastèques sur la couverture. Enfin, voilà, plein de petits détails comme ça que, bon, on ne le sait pas forcément, mais ça enrichit quand même les informations, ce qu'on fait passer sur la couve, quoi. Voilà. Moi, je viens de lire celui-ci, hein, et je trouve que la couverture est sensationnelle par rapport, après avoir lu le texte, c'est sensationnel. Vous avez lu le livre? Oui, je viens de le terminer. Écoutez, vraiment, alors là, c'est aussi notre rentrée, mais il se trouve que ce livre-là est Fracture également. Donc, il devait sortir juste pendant le confinement. Donc je les ai sortis ici sans vouloir trop encombrer la rentrée. Mais Walter Kampowski, c'est un auteur extraordinaire et je pense vraiment que… Enfin, c'est un des plus grands auteurs allemands, en fait. Il est mort maintenant, il y a 8 ans à peu près. Et pour que je vais vous raconter rapidement son histoire, en fait, Walter Kampowski est né à Rostock. Donc, Rostock, c'est l'Allemagne, vraiment l'Allemagne de l'Est, hein, très proche de la Russie. Et il est né en 29, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, lui et sa famille ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Son père n'a pas eu d'autre choix que d'être dans l'armée. Lui, le petit Walter Kampowski de l'époque, a échappé aux jeunesses hitlériennes grâce à un professeur d'allemand qui s'est organisé pour qu'il y échappe.
Et puis, et toute la famille a été vraiment, mais vraiment, ils ont tout fait pour essayer de lutter contre les nazis. Voilà. Et quand les Russes sont arrivés sur le front de l'Est, le père de Walter Kempowski est mort. Donc, vraiment, Walter Kempowski a assisté à la débâcle allemande. Et en 1945, vraiment juste après la guerre, il y a eu la division tripartite de l'Allemagne. Et lui s'est retrouvé travailler pour l'Ouest. Donc, il y avait une partie américaine, enfin les Alliés, les Soviétiques, puis il y avait une petite partie française. Et donc, les Soviétiques l'ont accusé de contre-espionnage. Il a été condamné à 25 ans de travaux forcés. Donc, il s'est retrouvé en 1945-1946, juste après la guerre, dans une prison épouvantable qui s'appelle Bautzen, en Allemagne de l'Est. Et là, il a vu, c'était une sorte de photographie de ce que c'était que l'Allemagne en 1945-1946, juste après la guerre. Donc, il y avait des Allemands, il y avait des gens qui sortaient des camps, il y avait tout ça. Et il s'est dit, mais il faut absolument que pour l'Allemagne aussi, on ait une trace de ce qui est en train de se passer. Et donc, à partir de là, il a commencé à récolter toutes les traces de l'expression des gens, du peuple allemand. Donc, il ramassait une carte postale dans la rue. Il lit la carte postale et c'est une dame qui dit « Ah, j'ai vu Hitler dans la rue, il n'est pas si grand que je ne le pensais. » C'est vraiment l'Allemagne moyenne, quoi. Et aujourd'hui, ce grand collage, parce que c'est plein de documents en fait, représente 8000 pages qui sont conservées actuellement à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Et il a écrit, alors il n'a pas passé 25 ans dans les camps, il n'a fait que 8 ans, enfin dans les camps, dans la prison. Il n'a fait que 8 ans, il est sorti et à partir de là, il a écrit une œuvre littéraire incroyable où il essaye de raconter l'Allemagne depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce livre que nous publions là, Schluss, en fait, a été découvert par les Anglais, un très bon éditeur qui s'appelle Granta. Et quand il est sorti, mais toute la critique très, très sérieuse, littéraire, internationale, a dit que c'était l'immense écrivain allemand. Et que c'était l'écrivain qui manquait en fait à l'Allemagne pour comprendre l'après-guerre. Donc, moi, je suis vraiment très, très, très heureuse et très fière de pouvoir publier cet auteur et je pense qu'il faut absolument qu'il ait mais d'ailleurs, je veux dire, c'est un auteur qui va avoir, qui va faire son chemin, c'est évident, parce que là, par exemple, en ce moment, Arte en Allemagne, c'est une coproduction franco-allemande, sont en train de préparer un immense documentaire sur Walter Kempowski. Voilà, ce sont des gens qui, évidemment, c'est moins sensationnel parce que lui est mort, mais je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on redécouvre un auteur qui est passé entre. Voilà, c'est curieux, il n'avait pas été publié avant, mais c'est un très très grand auteur. Voilà. Je suis ravie que vous l'ayez lu. Écoutez, ça vous a plu? Ah oui, c'est étonnant au départ. Il faut vraiment accepter d'entrer dedans, de jouer le jeu parce qu'il y a vraiment une atmosphère particulière, mais c'est captivant. C'est captivant et enfin, j'ai pas encore fini de digérer. Je l'ai vraiment lu. Je l'ai terminé ce week-end, donc oh là là, j'ai pas encore tout digéré, mais il y a énormément de choses. Ouais. C'est très très intéressant. Bon je suis ravie. On va en sortir un autre dans 1 an et demi ou 2 de Walter Kempowski. Voilà. Parce qu'il a toute une œuvre maintenant. Donc, j'ai vu ça, ouais, c'est long comme. Voilà, c'est long. Sandra? Oui. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Non, merci à vous d'être là un dimanche.
Je voulais revenir sur votre parcours, enfin sur la première partie là, de notre échange. Oui. Je me posais la question, puisque votre maison d'édition en fait traverse les frontières. Je crois que c'est aussi comme ça que vous vous présentez hein, sur votre page internet. Ou bouscule les frontières, quelque chose comme ça. Je voulais savoir comment vous était venue l'idée, justement, l'envie d'offrir finalement une vue sur le monde aussi varié, finalement, et parcourir le monde. Voilà. Comment est venue cette idée, ce projet? Peut-être à travers votre parcours, je sais pas, de journaliste, je me dis peut-être que ça peut venir de là. Voilà. Merci. Écoutez, certainement, certainement, mais je dois dire aussi qu'avant toute chose, on est lecteur, hein. Et je réalisais qu'au fil de mes lectures, en fait, de plus en plus, j'avais une envie, en fait, envie d'autre chose, quoi. Très naturellement. Donc, j'avais envie de dire des choses peut-être même parfois avec des langues, parfois peut-être même un petit peu plus compliquées, mais qui nous enrichissent un petit peu plus. En plus, je veux dire, depuis maintenant, enfin bon, Internet, ça fait un petit moment, mais on a accès à plein d'informations dans tous les sens. Chaque époque, évidemment, est différente par rapport à la génération d'avant, mais on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une accélération, que les choses changent très, très, très rapidement. Et donc, il m'a semblé, et c'était une envie personnelle au départ, qu'on avait envie que la lecture, justement, que le livre garde sa place vraiment la littérature, en fait, est là pour nous dire la vérité sur notre monde. Donc, il faut avoir des livres qui restent des livres. Voilà. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir des livres qui ne soient pas ne soient pas une information lambda ou bien, on a tellement de films, tellement de séries télé, tellement d'informations, tellement de journaux, tellement de sites internet, c'est génial. Du coup, on a plein d'informations. Mais, et puis aussi, encore une fois, je trouve que l'informatique a vraiment changé notre monde. Donc, il me semble que avoir des écrivains qui nous donnent une vision très originale, qui ont travaillé longtemps sur un sujet, qui connaissent leur sujet et qui nous délivrent, ben c'est formidable. Donc, voilà, moi, personnellement, j'avais envie de ça. J'avais envie qu'on nous raconte des histoires qui nous éclairent, qui nous permettent qui soient comme une boussole un petit peu dans notre espèce de monde qui est fou d'informations et de changements. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai eu. C'est venu d'un désir personnel, je crois. Eva? Oui, bonsoir à tous et bonsoir Valentine. Vraiment, je suis ravie d'être là. Globe est une maison que j'adore. Je suis vraiment très attentivement toutes vos publications depuis quelques années. Et je le disais dans le chat, il suffit que ce soit publié par votre maison et tout de suite ça m'intéresse et j'ai envie de lire les livres. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Donc vraiment, enfin, je suis vraiment très 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 contente voilà, de pouvoir participer au live ce soir. Et je voulais revenir sur en fait le livre, je pense, le plus coup de cœur que j'ai eu dans votre catalogue. Et c'est via ce livre d'ailleurs que j'ai découvert les éditions Globe. C'est Celui qui va vers elle ne revient pas. Bien sûr. De Philem Dean. Et je voulais savoir comment vous en étiez arrivé à publier ce livre, d'autant plus que vous étiez vraiment précurseur sur ce sujet. Bon, il y a eu la série Netflix Unorthodox qui est sortie il y a quelques mois, effectivement. Mais bon, avant ça, c'était un sujet qui n'était pas du tout exploré, que ce soit en littérature ou en série ou en tout. Exactement. Enfin, moi, quand j'ai lu le livre, vraiment, tout ce que j'ai pu lire dedans était vraiment nouveau. J'avais pas d'autres exemples, en tout cas, d'autres exemples en tête. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce livre et en savoir un peu plus sur le contexte de sa publication en France.
Alors, c'est un livre que… Alors, c'est incroyable, ce livre, je l'ai découvert… J'avais rendez-vous avec une éditrice à Francfort, c'était le dernier jour. Francfort, c'est un lieu vraiment… c'est la grande foire du livre international. On y va, forcément, et on a plein de rendez-vous, et c'est très fatigant, etc. Puis, c'est mon dernier rendez-vous, et c'est une femme que j'aime beaucoup, qui est une excellente éditrice aux États-Unis, une petite maison d'édition qui s'appelle Grey Wolf, qui fait de la littérature, des mémoires et de la poésie. Et elle me donne le livre. Et elle me dit, écoutez, voilà, nous, on publie ce livre-là. Lisez-le si vous avez envie, mais elle ne m'en dit pas plus. Et en fait, je prends mon train pour rentrer à Paris. Je commence à le lire dans le train. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. C'est-à-dire que c'est quand même un type… Rapidement, je vous résume l'histoire. Il appartient à une communauté ultra-orthodoxe aux États-Unis, donc juive ultra-orthodoxe, mais qui est par la communauté juive apparentée à une secte en fait. C'est des gens qui vivent comme au 19e siècle. Ils ne parlent pas américain. Ils parlent le yiddish, donc, et un yiddish du 19e siècle. Ils vivent vraiment dans des communautés ultra fermées. Ils n'étudient pas. En fait, les femmes sont mariées très jeunes et les hommes étudient la Torah toute la journée. Donc, ils ne peuvent plus sortir de la communauté parce que de toute façon, ils ne sont pas adaptés ensuite au monde extérieur. Voilà. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça arrange bien aussi les gouvernements parce qu'en fait, ils vont voir le rébé, donc qui est à la tête qui dirige la communauté, et en fait, ils ont le nombre de toutes les voix pour les votes d'un coup. Donc, une communauté de 500 000 personnes, ça fait, on va voir le rébé, on a 500 000 personnes qui vous donnent les voix. Donc, personne ne vote, ils donnent la voix au rébé. Bref, petite parenthèse pour comprendre le système très compliqué. Et donc, ce Sholem Din, il se trouve que lui parle anglais parce qu'il est rentré dans cette communauté vers 12-13 ans quand son père est mort. Et ensuite, il a été marié à 18 ans, 19 ans, Eva, voilà, dans ces eaux-là. Et ensuite, il a eu 5. Je ne crois pas que son père soit mort, si. Si. Ah, je ne me souvenais plus de ça, mais en tout cas, effectivement, ses parents ne faisaient pas partie de la communauté avant. Voilà. Arrivé après, donc effectivement, il lui parlait en anglais à la maison, contrairement… Voilà. Mais il adorait son père et lui-même a voulu être… Enfin, ça a sûrement probablement remplacé un petit peu son père, cette communauté. Bon, voilà. En tout cas, il est marié très jeune par le rébé, on lui choisit une femme, etc. Et puis, il a 5 enfants. Enfin, Puis bon, avec tous les détails d'apprendre à vivre avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Enfin, voilà, il raconte toute cette vie. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a Internet, qui est une formidable source d'informations. Et de commencer à découvrir l'extérieur, de découvrir même des articles, des livres, il se met à douter de l'existence de Dieu. Et il commence à poser des questions, et il pose des questions, il pose des questions. Et un jour, il est banni de sa communauté, en fait, pour hérésie, comme Spinoza à l'époque. Et donc, quand il est banni, en fait, c'est comme dans la série Une orthodoxe, la mère de la petite fille, il ne peut plus voir ses enfants. Enfin, c'est épouvantable. Et j'ai trouvé que ce livre était très intéressant parce qu'on dit aussi qu'en fait, le fondamentalisme existe partout. Ensuite, je trouvais que ce livre, en dehors de la religion, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui s'étaient séparés, avaient vécu des moments de rupture très difficiles et qui avaient adoré ce livre-là parce qu'ils apprenaient aussi, après un divorce difficile, par exemple, ce moment où il faut se réinventer, se reconstruire, et en même temps, on a encore la nostalgie du passé, puis on a des enfants qu'on aime, on ne veut pas leur faire de mal, pardon. Donc, ce livre-là brasse toutes ces questions. Et voilà. Et donc, moi, j'ai adoré. J'ai pensé que ce livre-là, en dehors de raconter aussi ces communautés qui, encore une fois, c'est très important de le dire, mais sont considérées par ce livre a eu le Jewish Book Award aux États-Unis.
Donc, la communauté juive dénonce complètement ces communautés ultra-orthodoxes. Donc, ce livre raconte quand même des excès terribles, des formes de fondamentalisme. Voilà. Et c'est vrai que le livre a vraiment trouvé ses lecteurs, et il a eu d'ailleurs le prix Médicis dans la catégorie essai à l'époque. C'est formidable. J'étais vraiment tellement heureuse que ce livre soit reconnu. Et c'est un livre qui continue. Enfin voilà, c'est un livre qui est devenu un classique, je pense. Nous, on le voit parce que les ventes continuent. Il est toujours acheté en poche, en grand format, aussi en livre numérique. Voilà, c'est un livre, je pense, qui va devenir un classique en quelque sorte. Un livre de fond de votre catalogue. Ah oui, oui, bien sûr. Certainement, oui. D'un côté, tous vos livres peuvent être considérés comme de fond parce qu'au final, oui, parce qu'au final, vous n'abordez pas forcément des thèmes qui sont ponctuels. C'est toujours des thèmes qui sont plutôt généraux et historiques. Donc, je pense qu'aucun, en tout cas, ne peut être qualifié de périmé ou avec une date limitée. Je pense que oui, j'espère qu'il y a une dimension vraiment universelle dans ces livres. Isabelle ? Oui, bonjour Valentine, merci pour cette conférence. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est quand même ambitieux pour une petite maison de sortir 3 livres à la rentrée. Alors, bravo, hein, parce que c'est quand même c'est pas évident. Ça, c'était une petite remarque au passage. Ma question, c'était vous achetez parfois donc les droits de livres que vous lisez après avoir acheté les droits. Enfin, c'est ce que non, avant. Ah oui, d'accord, parce que sinon j'allais dire sinon non. On lit le livre et si c'est bien et que j'achète les droits. Et du coup, après, il faut peut-être un peu se bagarrer avec d'autres maisons. Si vous êtes plusieurs sur le coup, j'imagine comment ça fonctionne en fait un peu. Alors, en fait, jusqu'à présent, moi, j'ai, par exemple, Scholemdin, j'étais toute seule. Hein. J'ai pas eu besoin de me bagarrer. Par contre, j'ai eu besoin parfois de me bagarrer parce que des maisons voulaient des titres qui étaient déjà voulaient récupérer des titres en fait. C'est la règle du jeu. Ouais, bah oui. Gran, par exemple, est parti chez un autre éditeur après le succès de la note américaine. C'est comme ça. C'est la règle. C'est bien d'être découvreur aussi parfois. C'est quand même une petite fierté, j'imagine. Je garderai ce petit statut. Et du coup, la question corollaire, c'est est-ce que vous les lisez en anglais, les livres anglais directement, ouais. Oui, moi je lis l'anglais. Donc moi, oui, bien sûr, je lis tout en anglais. Ensuite, malheureusement, je ne lis pas l'allemand. Donc justement, Walter Kampowski, par chance, il avait été traduit en anglais, donc j'ai pu le lire en anglais. Et sinon, de plus en plus, je publie quelques allemands et je travaille beaucoup avec des traducteurs, en fait, notamment Olivier Manoni, par exemple, qui a traduit Walter Karpowski et qui traduit généralement pas mal de titres allemands chez nous. Et donc, on s'entend bien, on sait exactement, ils m'aident beaucoup. C'est un peu mon lecteur pour le domaine allemand, quoi. Et pour les Italiens, en fait, l'italien, pour Stefano Massini, qui est un Italien, par chance, j'avais pu lire la pièce, parce qu'il y a eu une adaptation au théâtre des frères Lehmann. Donc, j'ai lu la pièce de théâtre qui est beaucoup plus courte. Hein, elle fait 100 pages, c'est un texte pour le théâtre, mais qui donne une telle idée du livre que j'en ai discuté aussi avec des gens qui parlent bien l'italien et on s'est lancé. Martine ?
Bonsoir Valentine, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Tout à l'heure, vous parliez de la sortie poche du coup de cœur d'Eva. Vous n'avez pas de collection poche chez Globe. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible étant donné la taille de votre maison d'édition? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans un futur proche ou lointain? Écoutez, pour le moment, non, parce que c'est vrai que développer une collection de poches, c'est quand même beaucoup d'investissement marketing aussi. Donc, moi, je n'ai pas encore les moyens de faire de tels investissements. C'est sûr que ce serait merveilleux. Après, c'est vrai que c'est encore une maison qui est assez jeune, donc je n'ai peut-être pas encore un fonds assez suffisant pour faire un poche. En plus, un poche, il faut vraiment… Enfin, il faut que le prix soit concurrentiel. Donc, faire un semi-poche, c'est quand même… c'est normal, quoi, les lecteurs. L'avantage du poche, c'est qu'on peut vraiment avoir un livre pas cher du tout. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, moi, je n'ai pas encore les moyens d'offrir un poche qui soit concurrentiel. Donc, on verra plus tard, peut-être. Mais oui, mais dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, oui, mais pas pour le moment. On rappelle que la maison existe depuis 2013 et que je pense que de mémoire, au minimum, 3/4 ont été en poche. Oui, à peu près. Donc, c'est quand même une superbe réussite. Ils sont tous… Voilà. La maison a commencé à balbutier en 2013 et le vrai lancement, ça a été en 2015. Avec la sortie de Fairyland. Et là, ça a été vraiment la maison telle qu'elle allait être. Voilà. Donc, ça s'est fait un peu en 2 temps. Et puis, c'est vrai que pratiquement tous les livres, pas tous, mais beaucoup sortent en poche. Mais par exemple, c'est marrant, mais Sholem-Deen, qui pourtant était un livre qui a tout de suite rencontré ses lecteurs, en fait, ça a mis beaucoup de temps pour avoir une proposition du poche. C'est seulement après le prix Médicis que finalement il est passé en poche. Donc c'est drôle, ça dépend en fait. Sandra ? Oui, toujours sur votre site internet, j'ai relevé quelques expressions dans votre présentation. Vous dites vouloir explorer la variété de la langue. Alors j'ai retenu tout à l'heure filles, femmes, autres, et puis les frères Lehmann en vert. Est-ce que vous avez, alors c'est une question un peu intéressée, mais est-ce que vous avez d'autres exemples dans le catalogue où il est question comme ça d'une sorte d'exploration de la langue assez particulière, assez singulière? Déjà de faire un peu de poésie, je pense que c'est quand même… bon, la poésie aujourd'hui, ça peut faire un petit peu peur, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la poésie? C'est d'essayer de trouver des façons totalement inédites et nouvelles de s'exprimer. Donc, c'est un peu ce que font ces gens que nous publions. Je pense que Joy Harjo, qui est cette amérindienne qui a écrit Crazy Brave, voilà, elle a écrit un peu comme si elle était une chamane. C'est une langue très spéciale, quoi, un peu… on a l'impression de voler au-dessus, d'être un oiseau au-dessus du désert. Enfin, voilà. En plus, elle-même est poète. Là, ce sont ses mémoires. Mais donc, finalement, c'est des gens qui essayent de trouver la meilleure façon de le dire. Voilà, la meilleure façon de dire ce qu'ils ont à dire. Ce sera ça plutôt. Est-ce qu'on peut parler, Valentine, du 5e roman, du 5e livre plutôt qui sort à cette rentrée? Fracture. Ouais. Fracture. Alors, Fracture qui devait… C'est terrible, Fracture vraiment devait sortir juste avant le confinement. Et c'est un livre vraiment… c'est dur pour un éditeur parce qu'on a eu une page entière dans Télérama avec 3, je sais plus, le maximum de de Télérama, donc vraiment dithyrambique. Et là, badaboum, confinement, on ne sort pas le livre parce que c'était ridicule. Enfin, on ne pouvait pas de toute façon. Et c'est une femme extraordinaire qui est d'ailleurs immense journaliste aux États-Unis, mais qui écrit aussi des poèmes.
Et en fait, elle raconte l'histoire d'une famille donc ça se déroule aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils font l'extraction du gaz de schiste. Et l'extraction du gaz de schiste, en fait, c'est terrible parce qu'ils sont obligés d'aller très, très loin au fin fond de la terre. Donc, ça fait vibrer la terre pour trouver un gaz. Voilà. Et donc, ils sont allés dans une région minière, donc ces sociétés qui exploitent le gaz de schiste, dans une région minière pauvrissime aux États-Unis, où les gens vivaient vraiment de rien. Et ils ont proposé à des gens qui avaient quand même des fermes de leur acheter le droit d'exploiter le gaz sous leur terrain. Donc, les gens ont évidemment cédé parce que c'était simple, ça leur permettait d'envoyer leurs enfants à l'école, à l'université. Enfin, c'est des gens qui vivent dans une de grandes difficultés. Sauf qu'au bout de quelques temps, les animaux ont commencé à mourir, l'eau était bleue, verte, enfin voilà, des cancers, etc., etc. Et donc, c'est un peu une sorte vous vous souvenez d'Erin Brockovich, quoi. C'est vraiment, on suit une femme qui elle-même vit dans cette région et on raconte son combat pour réparer, en fait, pour obtenir gain de cause auprès de ces grandes entreprises. Et donc, Elisa Griswold raconte tout ça. C'est un livre formidable parce qu'on est vraiment dans les thèmes qui nous concernent beaucoup, qui sont l'écologie. Je veux dire, l'extraction du gaz de schiste, c'est fait n'importe comment. Heureusement, maintenant, en Europe, c'est plus possible, mais c'est-à-dire que toutes les terres sont imbibées de produits chimiques parce que pour extraire là, il faut mettre beaucoup de produits chimiques dans la terre. Donc, c'est une catastrophe écologique épouvantable. Et donc, cette femme arrive par l'histoire, par un récit, par un roman de non-fiction à nous raconter des choses qui font froid dans le dos et qui sont en même temps… qu'il faut absolument connaître, quoi. Il faut le savoir. Donc, le livre sort la semaine prochaine, là, à la fin du mois de septembre. Et qui se rapproche peut-être du film Dark Waters avec Ruffalo. Complètement. Et c'est pour ça qu'on vous aime autant, c'est qu'aujourd'hui, qui parle du gaz de schiste ou de ce genre de choses en littérature? Personne. Vous êtes les seuls à le faire et ça, c'est un bonheur totalement… je vais passer une bonne soirée, vous savez. Tant mieux. Demain matin, je vais aller au bureau en sautillant dans la rue, remonter. On peut faire une réunion tous les dimanches soirs si vous voulez. Hein. Avec grand plaisir. Séverine, c'est à toi. Oui, bonsoir Valentine. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Eva, mais c'est un peu pareil. Moi, j'aime beaucoup votre maison. Je n'ai pas tout lu, mais à chaque fois, ce sont des belles découvertes. Et j'ai farfouillé un peu sur Internet, j'ai lu des interviews et j'ai vu que vous aviez rencontré et travaillé avec Jean-François Bizot. Oui. Donc, je voulais savoir ce que cette rencontre vous a apporté et si, à l'heure actuelle, dans votre métier d'éditrice, c'est encore utile d'avoir pu côtoyer Jean-François. C'était génial. En fait, alors bon, j'ai toujours un peu de mal à raconter ma vie, mais c'est vrai quand tout à l'heure, vous m'avez posé des questions sur les débuts, etc. J'étais peut-être un petit peu évasif. Mais il se trouve que quand moi, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à travailler très jeune j'étais assistante d'une agent littéraire. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais quoi, 24, 25 ans. Je me suis dit, mais le journalisme, c'est quand même génial. Moi, je ne trouve pas ma place de toute façon dans l'édition. Il n'y a pas de travail, tout simplement. Moi, j'avais besoin de gagner ma vie. Et je suis allée frapper à la porte de Jean-François Bizot que j'avais eu, vous savez, on se débrouille, j'avais eu un rendez-vous par quelqu'un, etc., etc. Mais il était très accessible. Et en fait, il a été très, très sympathique. Bon, il est un peu pas commode comme ça, mais il m'a dit, il m'a tutoyé tout de suite, tu veux faire un reportage, très bien, voilà, t'as qu'à essayer de faire ça. Point. Donc, moi, j'y suis allée, je ne savais pas du tout écrire un article,
Et en fait, il a été très sympathique parce que je suis revenue avec mon article 2 semaines plus tard, mon enquête, et il m'a vraiment appris en fait à rédiger, enfin, tous les petits trucs qu'il faut savoir. Et en fait, il avait ce truc-là, c'est qu'il aimait bien former les gens. Il a formé beaucoup de gens, vraiment, hein, beaucoup de gens, qui ont fait plein de choses après. Et en ça a été une grande chance parce que moi, je n'avais pas fait d'école de journalisme. J'avais fait des études, mais je n'avais pas fait une école de journalisme. On avait toujours le sentiment, déjà à l'époque, qu'il fallait faire des écoles pour arriver. Et lui, je crois qu'il aimait bien ça. Il aimait bien. Moi, j'avais fait des études de philo, bon, voilà, mais il aimait bien rencontrer des gens qui, peut-être, venaient d'horizons divers. Et voilà. Et puis, il avait une ouverture d'esprit qui était extraordinaire, quoi. Il y avait cette Radio Nova qui était très sympathique. Il y avait plein de gens qui passaient. Et je me suis vraiment sensibilisée au nouveau journalisme à l'époque. Donc, le nouveau journalisme, c'est Tom Wolfe, c'est Hunter S. Thompson. C'était des gens qui estimaient qu'en fait, il fallait, quand on était journaliste, vivre l'aventure. Voilà. Donc, ils se mettaient parfois en scène, ils écrivaient des très, très longs articles comme ça, d'ailleurs, ils sont devenus écrivains tous. C'était des gens qui écrivaient au long cours, quoi. Voilà. Et j'ai un peu découvert tout ça aussi grâce à Jean-François Bizot. Et j'ai travaillé assez longtemps avec lui. Malheureusement, il est mort beaucoup trop tôt d'un cancer. Voilà. Ça fait déjà pratiquement 15 ans maintenant. Je rebondis, Valentine, après ça, ce qui n'est pas évident, mais sur le journalisme, en fait, les relations entre les journalistes et votre maison d'édition. Comment voyez-vous justement la critique journalistique? Est-ce que vous pensez qu'elle est depuis quelques années un petit peu moins prescriptive, ou au contraire, vous avez un soutien plutôt infaillible? Infaillible, non, parce que ça dépend. Hein. Je veux dire, il y a parfois, infaillible de la part des journalistes. C'est vrai que quand même, d'une manière générale, le Globe a eu pas mal de presse et ça, c'est tant mieux. Après, ça dépend des titres, ça dépend de leur disponibilité, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, c'est curieux parce qu'il y a des livres qui n'ont pas du tout eu de presse, qui ont très, très bien marché, parce qu'il y a eu un bouche à oreille, il y a eu aussi les réseaux, voilà, les blogueurs qui se sont emparés du sujet, et donc il y a une sorte de bouche à oreille qui s'est fait. Il n'y a pas de règle, en fait. Hein. C'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est quand même le bouche à oreille, c'est quand même extraordinaire. Hein. Et le bouche à oreille, il passe beaucoup par les réseaux sociaux, et il passe par votre libraire, tout simplement aussi, qui va prescrire le livre. Après, c'est formidable d'avoir c'est sûr que, par exemple, les livres qui passent à la grande librairie, ils se vendent beaucoup. Les médias la télévision, en tout cas, ça reste très fort. Bon, moi, je n'ai pas encore eu de livres qui sont passés à la grande librairie. Ce qui est plutôt surprenant. On est plutôt surpris de ça. Ça viendra peut-être. On va contacter François Bunel, on va le contacter. Eva, c'est à toi. Ouais, je reviens pour une deuxième question. En regardant votre catalogue, il m'a semblé en fait qu'il y avait un seul titre qui était francophone, mais je me trompe peut-être. Oui. Pour moi, c'est celui-là, donc c'est le livre de Julie Bonny, c'est toi maman sur la photo. Oui. Et je voulais savoir en fait pourquoi en fait n'avoir finalement qu'un titre francophone au catalogue, et puis pourquoi celui-ci de Julie Bonny? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? En fait, alors, notre rentrée littéraire, on va la faire là, en 2021, en littérature française. Il s'est juste trouvé que Julie Bonny est venue me voir un jour
en me disant, voilà, moi j'ai eu une histoire incroyable quand j'étais jeune fille. J'avais un groupe, parce que bon, Julie Bonny est musicienne, et j'avais un groupe incroyable. Et c'est vrai qu'elle était très jeune et elle commence à me raconter des histoires absolument rocambolesques qui aujourd'hui nous sembleraient impossibles. S'imaginer une jeune fille comme ça vivre cette aventure punk, on aurait, enfin, ça nous semblerait dingue. Et elle me dit, on s'est retrouvés dans un bus en tournée juste après la destruction du mur de Berlin en Europe de l'Est. Et voilà. Et elle voulait raconter cette aventure et je lui ai dit, c'était un peu comme un long reportage. Et voilà, je lui ai dit, mais oui, c'est génial, il faut absolument le faire. On a très, très envie de lire tes aventures, surtout en 92, en Europe de l'Est. C'est un autre monde, c'est un autre monde. Elle avait 14-15 ans à l'époque. Elle avait 14-15 ans, c'était complètement fou. Et donc voilà, je trouvais que son projet était vraiment très, très, très frais et très intéressant. Très intéressant. Donc je l'ai publié, tout simplement. Parce que c'est ça aussi, hein, on publie aussi des livres. À un moment donné, il faut publier des livres qui vous séduisent, qui vous plaisent, et puis voilà, tout simplement. Mais c'était une volonté au départ de ne pas publier de livres francophones, non, non. Ou c'est le hasard en fait? Au départ, on a vraiment, c'est vrai qu'au Globe, c'était vraiment de la littérature étrangère, ça s'appelle Globe quand même. Et puis, pourquoi? Parce que je trouvais qu'il y a plein de choses déjà en littérature française. Voilà, j'avais le sentiment qu'il y avait des éclairages à faire. Voilà. Et petit à petit, je vais publier de la littérature française, mais qui ressemblera beaucoup à ce qu'on publie en littérature étrangère. Donc, avec toujours un angle comme ça, une observation du monde, des problématiques politiques, sociales, un peu historiques. Voilà. Je suis désolée. On vous entend plus, Valentine? Il n'y a peut-être plus de batterie, non? Allô? Oui. Non, je disais, j'aimerais rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais je n'avais pas imaginé qu'on resterait… allô, allô? On vous entend, Valentine, on vous entend. Voilà. Oui, c'est bon. Bon, je disais que malheureusement, je vois qu'il est 20h14 et j'ai rendez-vous à 20h30. Oui, en effet. C'est pas en avance. Mais vous aviez prévu que ça dure combien de temps en fait? Il n'y a pas de limite, en fait, Valentine. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas en fait. Mais moi, je suis ravie en plus d'être avec vous, mais il faut que je n'avais pas. Non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, Valentine. Il faut que je suis mal. Voilà, j'avais un rendez-vous à 20h30. Il n'y a aucun problème. Avec mon fils tous les dimanches soirs, en fait. La photo, Anthony. La photo avant que tout le monde parte, on a pour habitude de faire une petite photo. Voilà, on fait une petite photo de groupe. Mais avec plaisir pour reparler à un autre moment et peut-être en prenant un petit peu plus de temps encore. On se retrouve à 18h. Ah, Diana Evans. Oh, mais non, il faut reparler de tous les livres là. Hein. En tout cas, je suis vraiment profondément touchée et ravie d'avoir… ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Moi, vous avez vu, je réponds si vous m'envoyez des messages, si vous voulez qu'on discute, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai vraiment avec joie sur Instagram, sur Facebook, vous avez mon adresse email, j'imagine. Donc, c'est pas compliqué à trouver. Elle est sur le site. Et vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parfait, Valentine. Et on refera ça avec plaisir, notamment pour les titres français, bien sûr. Et pourquoi pas avec un auteur également? Avec joie, mais bien sûr. On fait ça avec un auteur quand vous voulez. Allez, super. C'est noté. Vous avez pris une photo là, ça y est? C'est bon, oui, c'est bon, c'est fait. Vraiment, mais encore une fois, mais merci beaucoup. C'est très, très émouvant de voir qu'en plus, vous connaissez les livres, etc. C'est extra. Merci. Merci à vous, Valentine. Et merci, Anthony. Merci beaucoup pour l'invitation. Hein. Avec plaisir. Merci, Valentine. Je vous souhaite une très bonne soirée et je file retrouver mon fils. C'était génial. Ouais. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.